17h précise, en ce mercredi 12 octobre, on refait le mondial tous ensemble. Nous sommes ensemble pour 50 minutes pour parler de ce qui mérite d'être expliqué, décrypté sur le mondial, avec un sujet passionnant, le véhicule électrique, ou plutôt l'électromobilité, c'est-à-dire l'écosystème qui permet et qui permettra aux véhicules électriques d'offrir une solution de mobilité à la fois durable et crédible, et on vous promet d'être à la fois précis, informatif et accessible, et toujours dans la bonne humeur. C'est le format dont refait le mondial qui veut ça, avec nos invités pour débattre. Tout d'abord, Bénédicte Barbry, vous êtes vice-présidente de l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, également porte-parole du groupe Mobivia, qui déploie en France et en Europe les enseignes Norauto, Midas, ATU en Allemagne, c'est le numéro 1 des centres de services auto outre-Rhin, mais aussi investisseur également dans les nouvelles mobilités avec votre fonds d'investissement via ID. Est-ce que j'ai bien tout dit, Bénédicte? Bon. C'est tout à fait complet. À votre côté, Jean-Louis Legrand, patron de Vexpert. Jean-Louis Legrand, vous conseillez les collectivités locales, les entreprises, les pouvoirs publics, et vous étiez auparavant coordinateur interministériel du véhicule décarboné. En face de vous, Hervé Borgoltz, vous êtes PDG de DBT, pionnier et leader français et européen en équipement de recharge rapide, les fameuses bornes de recharge. Et puis à côté de vous, Patrick Gourvenec, vous êtes le patron de la marque pour la France, de la marque Mitsubishi pour la France. Mitsubishi qui ne fait pas partie des marques finalement que l'on cite en premier quand on parle de véhicules électriques. Et on a bien tort, et on va vous le prouver tout de suite, redresser ce tort et faire passer le courant dans On refait le mondial. Alors je vous propose, mesdames, messieurs, de débuter tout de suite par un petit quiz avec une première question. Combien de véhicules 100% électriques, combien de voitures 100% électriques ont été vendues en France depuis le début de l'année? Qui veut répondre? Alors il faut prendre les micros et les mettre, bien sûr... 50 000 Moins. 50 000 depuis le début de l'année, c'est trop. Il faut dire moins. Jean-Louis Legrand. Le grand Chiffre, l'AVER doit avoir le bon chiffre. L'AVER. Alors Bénédicte, il faut mettre le micro toujours. 15 000 hein. 15 000, on n'est pas très loin. Est-ce qu'on a plus précis, Patrick Gourvenec? Pas beaucoup plus précis, mais effectivement, ça représente un peu plus d'1% du marché aujourd'hui. Oui, c'est exact. Voilà. Ça, vous avez tout à fait juste sur le chiffre. Le chiffre précis va-t-il être donné par Hervé Borgoltz? Non, 50 000, c'était trop. 17 500. 17 500, c'est 16 091 exactement, 1% du marché. Bravo Patrick Gourvenec, vous marquez le premier point dont on refait le mondial, plus 36,6% depuis le début de l'année. Sachez que l'année dernière, on a eu une progression de 60%, de plus de 60% du véhicule électrique. Donc ça commence à peser effectivement, puisqu'on devrait atteindre les 22 000 automobiles électriques, 100% électriques, vendus cette année. C'est l'équivalent d'une marque comme Seat, Skoda ou Mini sur le marché français. Deuxième question. Combien de voitures hybrides rechargeables, cette fois-ci, ont été vendues en 2016 en France? Ah, Patrick Gourvenec, vous devriez ne pas sécher sur cette question-là, hein, parce que chez Mitsubishi, on en vend des hybrides rechargeables. Ah oui, je savais, c'était sûr qu'on allait vous piéger. Oui, bah, ça fait. C'est moins. C'est moins, beaucoup moins, nous dit Jean-Louis Legrand. Oui. Moins en France. C'est beaucoup moins, oui. C'est beaucoup moins. Hybride rechargeable, qu'est-ce que c'est un hybride rechargeable? Dites-nous. Alors, c'est une solution hybride, bien sûr, mais qui permet aux consommateurs de se recharger sur des bornes, soit chez eux, soit sur une borne classique, soit sur des bornes qui sont installées dans les villes ou dans les centres commerciaux. Pour pouvoir rouler donc en mode électrique oui, plus ça, longtemps. Hein. Absolument. Voilà. Donc un chiffre peut-être, Bénédicte? Pas de chiffre. Jean-Louis Legrand va nous le dire. Ah non, 5 574 exactement. C'est 3 fois moins que le véhicule électrique. Il faut dire que l'offre n'est pas encore pléthorique. Ça fait 0,4% des immatriculations. Jean-Louis. Oui, pour être plus précis, si on regarde au niveau mondial ou même au niveau européen, la proportion depuis 2-3 ans, c'est 60-40. C'est-à-dire 60% tout électrique, 40% plug-in, hybride rechargeable. Donc il faut avoir ces chiffres en tête, avec un petit peu plus en Europe et aux États-Unis et un petit peu moins en Chine. Voilà les chiffres. Et de ce point de vue-là, la France est un marché un peu atypique, c'est-à-dire qu'il y a moins de plug-in qui sont vendus en France. Alors la raison de ça, il y en a plusieurs. Une des raisons, c'est que c'est un marché qui est plutôt premium aujourd'hui. C'est un marché premium, ça ne veut pas dire que les voitures ne se vendent pas. L'innovation coûte cher. C'est un marché premium, ouais. Voilà. Le véhicule, vous le direz mieux que moi, le véhicule le plus vendu en Europe pendant un temps a été le Mitsubishi Outlander, qui est un plug-in. Donc voilà, il faut avoir en tête que le marché français, mais ça peut changer, ça devrait changer, est un marché un petit peu atypique. Et de plus, si on regarde au niveau mondial, il n'y a que 2 marchés où les segments de marché de l'électrique sont les mêmes que les segments de marché de l'automobile en général, c'est la France et la Chine.
C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France et qu'en Chine où le nombre de véhicules électriques vendus correspond à peu près au segment de marché, donc à la dominante des segments A et B. Il faut dire que nos deux constructeurs nationaux ont une offre. Voilà, absolument. Donc, sur le plug-in électrique, non. Il n'y a pas. Oui. Mais effectivement. Oui, en électrique, je parlais de l'électrique. Oui, bien sûr, en évidemment. électrique. En plugin, Voilà. non, Oui, il faut aller sur le stand Mitsubishi notamment pour en découvrir. C'est pas que ça, mais c'est vrai que ce marché-là a été relativement dynamique ces derniers temps, lié à des incitations fiscales qui ont été plutôt positives. Et malheureusement, parce qu'on peut le regretter, ces incitations s'étant arrêtées depuis 2016, le marché continue à croître légèrement parce qu'on doit être à plus 15%. Mais avec 6 nouveaux arrivants, ce qui fait que à la fois l'offre s'étale un peu, se répartit, mais on n'assiste pas malheureusement, encore une fois, à une vraie évolution. Expansion du plugin rechargeable. Voilà, et du coup, alors on va revenir à la France tout de suite, mais du coup, si on regarde par exemple les marques au niveau mondial, on est aussi un petit peu surpris. Donc j'ai ici sous les yeux et en mémoire le premier semestre de cette année, par exemple. La première marque, c'est BYD. Donc parce que c'est en Chine et voilà, ils dominent. Ensuite, c'est Nissan, ensuite c'est Tesla, ensuite c'est le groupe Volkswagen, ensuite c'est le groupe BMW, ensuite c'est Mitsubishi, c'est les 6e ventes mondiales, et ensuite seulement c'est Renault. La raison d'être de Mitsubishi sur ce plateau. Donc il faut faire attention à cette vision du marché et un particularisme du marché français pour l'instant. Au tropisme franco-français, effectivement. Voilà. Alors maintenant, les prises, mesdames, messieurs, les prises. Combien y a-t-il de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire national? Bon, Hervé Borgols, vous devez le savoir. Moi, je connaissais bien le nombre de bornes rapides, vu que 90% sont les miennes. Donc, on doit être à peu près à 500 bornes rapides. Oui. Alors, c'est très minoritaire, les bornes rapides, sur la totalité des. Mais je pense que c'est le produit qui a le plus d'avenir. Et je pense que ce mondial nous le prouve bien. Après, on va avoir l'occasion d'en parler. On ne va pas vous frustrer. Après, vous avez les prises individuelles. Là, j'ai aucune notion. Je pense qu'il faut demander à Legrand qui sont taillés à la part du marché. Non, pas Monsieur Legrand. Non, Legrand, la marque. Legrand, c'est le fabricant, le célèbre électricien, fabricant industriel de l'électricité. Exactement, qui a, je trouve, un très bon produit, Green Up. Et après, vous avez les coffrets individuels qui sont censés être livrés avec les voitures. Donc là, il y en a... Qui sont livrés avec les voitures, pas censés. A priori, autant que les voitures, dans les 15 000. Et après, vous avez les bornes de voirie. Alors, où on compte Bolloré ou on compte pas Bolloré. On compte Bolloré. Bon, Bolloré, il y en a déjà 2500. C'est-à-dire Autolib, notamment à Paris. Il y en a déjà 2500. Et après, dans les appels d'offres... 15 plus 2500 plus l'équipement Legrand, il y en a au moins 10 000 chez Legrand, non? Ça, je ne sais pas du tout, en propriété. Et après, vous avez toutes les consultations qui sont en cours et les équipements au niveau des syndicats d'électrification. Oui, c'est-à-dire que ça s'étend. Oui, ça s'étend. Alors, on doit être à peu près 1500 sur les syndicats d'électrification. Donc, alors, je n'ai pas fait l'addition. Allez, l'addition, il y a une appli très bien faite qui s'appelle chargemap.com. Et sur chargemap.com, on a 35 000 points de recharge en France, donc qui inclut absolument tout ce que l'on vient de dire. Les équipements individuels, donc à la maison, dans le garage. Il y a 40% des Français qui ont un garage, donc un potentiel énorme de développement encore. Plus la voirie, c'est-à-dire les rues, plus les entreprises, les parkings, les collectivités locales, et j'en oublie, les pouvoirs publics, bien sûr, qui donnent l'exemple, qui sont tous équipés, c'est évident, dans les ministères. 35 000 bornes au total. Maintenant, les conducteurs de véhicules électriques, combien y en a-t-il exactement en France ? Moi, j'en connais une, c'est ma fille. Et ça me coûte... Il y en a au moins. Et je fais plein d'économies. Mais un après, je ne sais pas. C'est vrai? Troisième, oui. Alors, en quel véhicule roulez-vous, Bénédicte? En Zoé. En Zoé, très bien, très bon choix. Vous allez devoir déjà changer de modèle puisqu'ils ont sorti une extension. Absolument, d'autant plus que ça fait 3 ans. Donc là, je vais passer au prochain modèle. Mais je fais partie des 18% de Français qui ont essayé déjà un véhicule électrique. Et 18% et 55% qui sont des mordus de l'électrique et qui n'en changeront plus. Ça, c'est vous. Parce que c'est vrai que quand on l'a essayé, on n'en change plus. On l'adopte. Comment faites-vous pour recharger votre Zoé? C'est chez vous? Alors moi, je la recharge chez moi. Mais alors, on a lancé récemment un baromètre avec l'Aver et Mobivia sur les Français et l'électromobilité. Il faut savoir qu'il y a 25% des Français qui, dès aujourd'hui, affirment qu'ils peuvent recharger facilement un véhicule électrique chez eux. Et on ajoute à ça. Est-ce qu'ils sont déjà possesseurs de véhicules électriques? Alors pas forcément en étant possesseurs, hein, mais là où il y a 2 ans, en fait, la recharge était un vrai frein.
à l'achat d'un véhicule électrique. On voit qu'en 2 ans, les choses ont énormément évolué. Et donc 25% aujourd'hui estiment que dès aujourd'hui, ils peuvent le brancher chez eux. Et on ajoute à ça 20% qui, à proximité, ont déjà identifié un point de recharge. Donc on arrive à près de la moitié des Français pour qui la recharge dès aujourd'hui ne pose pas de problème. Alors on va y venir, hein, bien sûr, sur les freins à l'acquisition d'un véhicule électrique. Mais après tout, comme dirait la publicité célèbre, l'électricité, c'est simple. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de véhicules électriques? On parle évidemment d'agrément de conduite, vous venez de nous le dire Bénédicte, de véhicules différents au plan du style aussi, ça c'est certain, mais on parle, c'est vrai, de freins à l'usage. Je vous propose qu'on fasse le point avec ces images tournées dans les Hauts-de-France, à Arras. C'est justement le fief de DBT. Regardez. Pas le fief, on est après 10 ans. Bonjour à tous, ravi de vous recevoir sur cette belle et grande place d'Arras. Nous avons choisi de consacrer ce magazine à un sujet plutôt branché, le véhicule électrique. Un mode de transport propre, certes, mais qui alimente beaucoup d'interrogations. Alors pour tenter de faire la lumière sur le véhicule électrique, nous l'avons tout simplement soumis à une batterie de tests et de comparatifs. On les croise de plus en plus sur nos routes. Les véhicules électriques connaissent un véritable essor. Dans les Hauts-de-France, ce marché profite d'une implication constante du Conseil régional. Malgré ce contexte favorable, de nombreux conducteurs restent encore réticents à ce mode de transport. La tendance est bien réelle, le véhicule électrique ne fait pas l'unanimité. Loin de là. Plusieurs obstacles se dressent dans l'esprit des conducteurs comme autant de barrières psychologiques. L'autonomie par exemple. Seulement, est-ce vraiment un problème au quotidien ? C'est vrai, l'autonomie d'un véhicule électrique est de 130 à 400 km, ce qui peut paraître limité. Pourtant, dans notre pays, la moyenne des trajets journaliers est de 34 km et 87% de nos trajets n'excèdent pas 60 km. Finalement, le véhicule électrique convient à la plupart des utilisations quotidiennes. Il constitue même une alternative intéressante en milieu professionnel, puisque pour certaines entreprises, les trajets ne dépassent jamais les 100 km quotidiens. De plus, la région des Hauts-de-France attribue une aide financière aux artisans commerçants pour l'achat d'un véhicule électrique. On peut donc utiliser le véhicule électrique chaque jour sans avoir la hantise de la panne. En revanche, la hantise de la recharge. Et oui, qui dit électrique dit forcément branchement, équipement, un frein supplémentaire au passage à ce type de véhicule. On peut le comprendre. Une simple prise électrique sur le lieu de travail, une simple prise électrique chez soi. Il n'en faut pas plus pour recharger un véhicule électrique. Ça n'est pas plus compliqué que de recharger un smartphone. Dans notre région, collectivités et acteurs privés développent un réseau de bornes de recharge accélérées pour faciliter plus encore le quotidien des conducteurs. De toute évidence, le véhicule électrique peut s'adapter à notre quotidien. Mais a priori, pas à notre portefeuille. Son coût à l'achat fait grincer les dents de bon nombre de conducteurs. Qu'en est-il réellement ? Aujourd'hui, la fabrication d'un véhicule électrique représente un surcoût apparent. Cependant, une fois le bonus écologique déduit, les tarifs proposés sont équivalents à ceux des véhicules thermiques. Enfin, ils bénéficient d'offres en location longue durée encore plus compétitives que les véhicules thermiques classiques. Surprenant. Acheter un véhicule électrique n'est donc pas plus coûteux que l'achat d'un véhicule classique. Et à l'usage, combien ça coûte de rouler à l'électrique? Est-ce aussi un gouffre, comme beaucoup de conducteurs le disent? 1,5 à 2 €, c'est le coût d'un trajet de 100 km en véhicule électrique, soit 5 à 8 fois moins cher que pour un véhicule classique. Aucune consommation à l'arrêt. À l'entretien, le véhicule électrique est également beaucoup plus avantageux. Sa conception, plus simple, permet de réduire la facture garage de 30 à 40% par rapport à un véhicule classique. Et dans cette vidéo, on lève au moins en partie les freins à cette alternative qu'est le véhicule électrique. Donc on a l'autonomie, les infrastructures de recharge, le coût à l'achat et le coût à l'usage. Hervé Borgholz, un véhicule électrique, c'est à l'usage 5 à 8 fois moins cher que pour un véhicule classique. Oui.
par rapport, évidemment, à la recharge sur les infrastructures. On n'a pas encore de fiscalisation particulière prévue, rassurez-nous. Visiblement, il n'y a pas eu d'annonce. Ce qui se passe, c'est que selon les modèles, la charge est plus ou moins payante. Nous, on travaille dans maintenant 43 pays. La France fait un peu mesure d'exception en ne généralisant pas le paiement de la charge. Par exemple, en Angleterre ou en Scandinavie, c'est courant. Après, on parle du coût de service et pas uniquement du coût de la charge. Alors moi, je reste toujours sur la charge rapide où on peut recharger entre un quart d'heure et 20 minutes pour avoir 80% d'autonomie. Et donc c'est un vrai service. C'est, je pense, pour des gens qui n'ont pas de garage, pratiquement l'unique solution. Et c'est vrai qu'en fait, sur des trajets, on fait tous à peu près les mêmes trajets tous les jours. À partir du moment où vous savez, vous avez vos habitudes et vous savez qu'il y a une borne disponible et vous pouvez la réserver, vous prenez un café ou vous avez votre journal, un quart d'heure, ça suffit. C'est la norme CHAdeMO. Le temps d'une tasse de thé, vous rechargez votre voiture. La norme CHAdeMO. CHAdeMO, c'est-à-dire tasse de thé. C'est-à-dire vous buvez une tasse de thé, vous rechargez votre voiture, ce que je trouve très japonais et très beau. Et en plus, c'est vrai, grâce à DBT. Ça nous fait aimer le véhicule électrique, effectivement. Et puis alors, l'entretien aussi des véhicules électriques, conception plus simple, moins 30% pour la révision. Chez Norauto, on sait intervenir sur les véhicules électriques, Bénédicte Barbry? Oui, absolument. Alors, Norauto s'est engagé sur l'entretien du véhicule électrique, en formation des équipes, il y a déjà 5 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, dans un centre Norauto, vous avez un référent électromobilité. Alors c'est vrai que les interventions sur un véhicule électrique, si on met à part la batterie, c'est relativement simple, mais il faut des formations particulières, ne serait-ce que pour changer des pneus, des plaquettes de frein. Oui, il y a ce qu'on appelle une habilitation. Donc, voilà, une habilitation, tout à fait. Et un périmètre de sécurité aussi, lorsque l'opérateur... nécessite des formations particulières. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle Norauto s'est engagé il y a 5 ans. Alors c'est vrai que depuis 5 ans, on n'a pas vu forcément énormément de véhicules arriver dans les ateliers. Mais bon, c'est vrai que quand on est un acteur comme Norauto, il est important de suivre l'évolution, puis de suivre l'évolution des véhicules qu'on voit arriver, donc de suivre l'évolution des technologies, quitte à être un petit peu précurseur. 1% des immatriculations, ça fait 1% des clients. Et alors que le véhicule électrique est encore plus fiable probablement en termes de pièces d'usure, parce que le freinage, on a une récupération d'énergie au freinage. On a un frein moteur plus important, je crois, sur un véhicule électrique. On use moins, puis on roule beaucoup plus doucement. On n'a pas du tout le même type de conduite, en fait. On est beaucoup plus dans c'est pas Cannonball tous les jours avec un véhicule électrique. Voilà. Mais c'est très agréable pour la conduite urbaine et extra-urbaine. Oui, alors c'est intéressant parce que justement, ce critère-là, c'est un critère qui est apparu assez sensiblement dans la dernière étude réalisée avec l'AVER sur l'intérêt du véhicule électrique sur un véhicule très très agréable, très sûr. On parle de l'étude Ipsos AVER Mobivia, absolument. Donc menée dans trois éditions successives, 2012, 2014 et 2016. Donc c'est une enquête nationale. Les derniers résultats ont été publiés le 16 septembre, donc c'est tout chaud sorti du four. Que disent les Français, Bénédicte? Est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'électrique? Oui, alors cette année, nous avons un baromètre qui est particulièrement intéressant. Il faut savoir que c'est un baromètre que nous faisons tous les 2 ans. Donc le dernier daté de 2014. Il ne s'était pas passé grand-chose entre 2012 et 2014 en réalité. Ça très peu d'évolution, ça ne bougeait pas et avec des freins relativement importants. On avait plutôt une population, on appelle ça d'early adopters, donc des gens qui sont plutôt portés sur l'innovation, des techno-addicts. Et là, cette année, en 2016, on a une évolution très très forte des indicateurs. Il s'est vraiment passé quelque chose. On a aujourd'hui 35% des Français qui se disent prêts, lors de l'achat de leur prochain véhicule, à passer à l'électrique, ce qui est absolument énorme. Alors on est dans l'intention, donc 1% des immatriculations aujourd'hui, potentiellement 35%. C'est un indicateur qui est en très forte évolution. Et puis une perception du véhicule électrique qui a énormément changé. Il y a 2 ans, ils voyaient ça beaucoup plus comme un véhicule, en effet, innovant, écologique, technologique. Et puis là, on rentre un peu dans le dur, on se pose la question du quotidien notamment. Tout à fait. On pose la question du quotidien avec un véhicule qui est agréable à conduire, qui est rassurant, qui est sûr. Et donc, il fait vraiment partie du panorama aujourd'hui de l'offre. Est-ce qu'ils pensent, les Français, que la voiture électrique répond à leurs besoins quotidiens? Oui, tous les jours. Absolument. Alors, on est à 40%. Donc, vous allez me dire 40%, ça veut dire qu'il y en a 60% qui estiment que ça ne fait pas partie de leur usage quotidien. Il faut savoir que c'est un indicateur qui est en très très forte évolution. On a quasiment gagné 10 points par rapport à il y a 2 ans.
Donc, encore une fois, le véhicule maintenant fait partie des solutions envisagées, de mobilité envisagées. Pour l'avenir. Pour l'avenir. Ouais. Est-ce qu'ils sont prêts à changer leurs habitudes de mobilité pour améliorer la qualité de l'air? Oui, alors ça, c'était un des indicateurs intéressants dans l'étude, puisqu'on a 80% des automobilistes français qui se disent préoccupés à la fois par les problèmes de qualité de l'air et qui se disent prêts à faire quelque chose. Voilà. Alors, ça n'est pas uniquement passer à l'électrique, c'est aussi covoiturer, c'est aussi changer ses modes de mobilité, passer à la mobilité douce aussi, faire peut-être un peu plus de marche à pied, de vélo, etc. Mais 80%, c'est sensible et ça montre qu'il y a une vraie préoccupation aujourd'hui environnementale. Et c'est là aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout les éditions précédentes. Donc on voit bien l'évolution quand même. Quelle est l'image globale de la voiture électrique auprès des Français? Alors l'image globale... En mots-clés, parce qu'on avait innovante pour les early adopters, donc pour les techno-addicts, mais aujourd'hui, ça se démocratise, enfin l'image se démocratise. Oui. L'image se démocratise, c'est un véhicule qui est vu comme agréable, qui est vu comme économique à l'usage. Ça c'est important, ça veut dire que l'information circule, en effet. Oui, absolument. Et donc, respectueuse de l'environnement, certainement. Alors évidemment, respectueuse de l'environnement, on était déjà à plus de 90%, donc là ça continue de progresser, mais ce qui est vraiment intéressant sont les dimensions, encore une fois, plus de sécurité, de confiance, de réassurance, d'agrément à la conduite, de praticité qui sont apparus cette année et qui sont en réalité les critères qui sont recherchés d'une manière générale pour un véhicule. Donc on voit que vraiment le véhicule électrique intègre vraiment l'offre globale. Est en train d'intégrer le flux de l'offre des constructeurs automobiles. Les constructeurs qui font beaucoup d'efforts sur ce mondial pour nous présenter des nouveautés, beaucoup de nouveautés, notamment en termes de plus grande autonomie. La Renault Zoé ZE 40 pour 400 km d'autonomie, ils auraient pu rajouter un 0, ça n'aurait pas fait de mal. Et on a d'autres marques qui font aussi beaucoup d'efforts. On a Opel qui présente l'Ampera i, qui n'est pas encore commercialisé. Et puis on a Mitsubishi, on va y venir tout de suite avec vous, Patrick Gourvenec. On l'oublie beaucoup trop. Mitsubishi est considéré comme un spécialiste du 4x4. Ça c'est vrai, on ne l'oublie pas. On a raison de le penser, puisque vous avez beaucoup de 4x4 dans votre gamme, mais le passage à l'énergie électrique, alors soit en hybridation, soit en 100% électrique, vous l'avez déjà réalisé, c'est même une question de survie d'ailleurs pour certains modèles qui autrement ne pourraient plus passer les futures normes de dépollution. On s'est d'ailleurs rendu à domicile pour vous entendre. Écoutez. Nous présentons deux nouveaux concept cars qui vont préfigurer ce que va devenir Mitsubishi sur une base technologique qui est en rapport avec la Outlander PHEV d'aujourd'hui, qui va développer d'électrique et du plug-in rechargeable, donc à très court terme. Nous resterons un spécialiste 4x4, mais avec un design un peu plus flatteur, en tout cas plus haut de gamme. Et voilà donc l'expression du GT PHEV concept qui est là pour démontrer ce que Mitsubishi va proposer aux clients dans les quelques années qui viennent. La voiture a été conçue au départ comme étant une voiture électrique, donc avec une adaptation d'un moteur thermique par la suite, mais vous comprenez bien que la direction de Mitsubishi, c'est de garder ce cœur, cette essence qui a fait le succès de 4 roues motrices et de SUV, en y adaptant des alternatives, on va dire, écologiques. Pour permettre justement à nos clients de continuer à rouler tout en respectant au plus possible l'environnement. GT PHEV, on a un véhicule extraordinaire chez Mitsubishi, Patrick Gourvenec. Oui, c'est bien sûr une expression de la volonté de Mitsubishi de s'inscrire dans ce type de démarche, c'est-à-dire d'offrir, de garder ce qui fait notre valeur sur le marché, tout en effectivement proposant des technologies alternatives au moteur essence ou au moteur diesel. Je pense que malheureusement, en tout cas c'est comme ça que je ressens les choses, aujourd'hui nous avons besoin, je pense sur le plan de la dynamique fiscale aussi, ou dynamique au niveau des infrastructures, de mieux expliquer, de mieux faire comprendre justement aux utilisateurs qu'il n'y a pas une solution, il peut y avoir une solution électrique, sur des déplacements relativement courts, voire même un peu plus longs, parce qu'on parle nous aussi de 400 km sur les prochains modèles, sur des électriques purs, mais aussi on peut avoir des solutions alternatives comme le plug-in électrique qui peuvent être un bridge ou un pont entre une ancienne génération de véhicules et une nouvelle qui arrive à grands pas. Oui, alors justement dans cette phase de transition énergétique qui est la vôtre,
je crois que le mot est choisi, vous électrifiez vos 4x4 à l'image de ce bon vieil Outlander devenu maintenant hybride rechargeable. Regardez. Pour le modèle Year 2017, donc le nouveau produit que nous présentons, il y a quelques particularités encore qui vont un peu plus loin sur l'utilisation du véhicule purement électrique. Et ce qui est important, c'est que sur des trajets urbains ou périurbains, on peut rouler à 0% d'émissions, puisqu'on peut rouler en électrique sur entre 50 et 60 km. Et cet Outlander, justement, petit détail pratique, il se recharge n'importe où avec une prise secteur. Ah oui, absolument, vous pouvez le recharger chez vous. Sur une maison particulière, c'est assez simple, mais aussi dans des immeubles avec ce type d'offre qui est proposé sur des colocations, enfin sur des gestions de patrimoine commun. Et puis surtout, l'avantage, c'est toutes les bornes qui sont proposées maintenant dans les grandes villes, style Autolib, mais aussi d'autres, où là vous connectez, vous avez un abonnement qui est relativement acceptable, et ensuite vous connectez quand vous voulez. Vous pouvez même prévoir votre durée de stationnement, ou voire même quand vous allez stationner et réserver votre place de parking. Donc c'est vraiment très, très simple. Vous voyez, vous avez ce dispositif qui est livré avec le véhicule, où vous avez une prise voilà, classique, tout à fait facile à utiliser, avec des durées de charge qui sont pour recharger entre 3 et 4 heures à peu près. Entre 3 et 4 heures, donc sur le secteur avec une charge lente. Avec une charge lente normale, enfin je veux dire normale, voilà, sans dispositif particulier. Et décidément, vous faites tout sur le stand Patrick Gourvenec. On vous faites le démonstrateur. On est un peu là pour ça, ouais. Bon, on avait presque enterré les 4x4 énergivores. On avait tort avec ce bon vieil Outlander qui renaît pas de ses cendres, parce qu'il se vend encore. Non, mais voilà, Mitsubishi s'est inscrit dans cette démarche d'électrification des véhicules à l'étude depuis 1966. Ça a été les premiers à imaginer en tout cas les construire en série. Et donc le Mitsubishi Outlander est une voiture électrique de conception voiture électrique. Et il est évident que compte tenu du marché, il fallait aussi offrir des moteurs autres avec essence et diesel, mais voilà, sa nature, sa conception était faite autour de l'électrification du véhicule. Oui, et c'est ça. On a vu les images pendant la vidéo. Vous avez mis un démonstrateur, finalement, un châssis à la verticale. C'est très bien, c'est très pédagogique pour les visiteurs. On voit bien la conception du véhicule qui est radicalement différente des anciennes générations. Absolument, parce qu'on voit bien que l'intégration de la batterie se fait sur toute une zone qui est prévue à cet effet et qui permet voilà, les évolutions telles qu'on les a démontrées sur le GT, c'est-à-dire gagner en autonomie assez rapidement, passer de 50 à 60 km à 120 km en pur électrique. C'est ça. Et là, pour le coup, avec on arrive... une voiture quand même relativement lourde, donc c'est une belle performance. C'est une performance, et puis c'est surtout la capacité du consommateur à justement, ceux qui sont encore inquiets dans cette période de transition entre du moteur thermique et électrique, de faire ce pont progressif avec du plug-in, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser l'électrique sur des trajets, on l'a vu, plus de 80% sur les trajets quotidiens, et puis ils décident de partir sur des routes relativement longues. Ils n'ont pas encore l'habitude d'utiliser des superchargeurs, en tout cas des charges rapides, et voilà, ils ont un moteur thermique qui les aide à poursuivre leur chemin. Alors je voudrais qu'on fasse un peu le point avec vous, Hervé Borgholtz, sur l'offre des véhicules électriques et sur les conséquences pour les bornes de recharge. Parce qu'on a Mitsubishi, bien sûr, mais on a Renault, Zoé, Fluence, Kangoo, Twizy, on a la Nissan Leaf, on a la Peugeot Ion et la Citroën C0, entre parenthèses, qui reprennent des Mitsubishi e-MIV. Encore une fois, chapeau bas Mitsubishi. On a les Bolloré Blue Car, Kia a une Soul 100% électrique, Tesla évidemment, BMW i3 et i8, Volkswagen Up et Golf et e-Golf, Nissan NV200, bien sûr la e-MIV Mitsubishi, Hyundai qui vient de lancer la Ioniq. C'est pas un casse-tête ça pour les bornes de recharge ? Parce que tout le monde n'a pas la même prise, le même standard. Moi je tendance à dire que pour avoir un peu de valeur ajoutée, plus c'est compliqué, mieux je me porte. Mais ceci, dans les voitures que vous avez citées, il y en a qui ne sont pas prévues pour accepter la charge rapide. Donc là, c'est un problème de batterie et de conception de voiture, ce qui n'est pas grave. Bon, la Kangoo n'accepte pas la charge rapide, uniquement la charge accélérée, ou la Bolloré n'accepte pas la charge rapide, ce qui n'empêche pas d'être d'excellents véhicules. La charge rapide, on est sur un principe physique qui est facile à comprendre, c'est que pour faire plus de kilomètres, il faut des batteries plus puissantes.
donc des batteries qui vont nécessiter plus de puissance de recharge. Donc ça veut dire que la borne de recharge qui va, pléonasme, recharger, doit être plus puissante aussi. Donc je vais tirer un tout petit peu la couverture à moi, c'est le produit qu'on a présenté en première exclusivité ici. C'est un produit qui peut faire du 50 kW. En charge rapide, c'est la norme aujourd'hui, que ce soit chez les Japonais, CHAdeMO, donc la tasse de thé, ou chez les Allemands, on retient bien la tasse de thé. Combine, donc combiné charge lente et charge rapide. Ils n'ont pas une expression, les Allemands, pour ça? Non, c'est Combine. Anschluss. Non, pardon. Non, attention. Non, les Allemands ont... il faut bien qu'on ait des moyens mnémotechniques pour se souvenir, hein. Bon, évidemment, on est là dans la bonne humeur. Combine, ça veut dire combiner charge lente, charge rapide, alors que sur la norme CHAdeMO, donc qui concerne Mitsubishi, Nissan, Toyota, Honda, Subaru, maintenant Kia, il faut deux prises. Il y a deux prises, une prise dédiée rapide et une prise dédiée charge lente ou semi-lente. Donc ça, c'est un concept. Mais ce qui est sûr, c'est que après, le critère, c'est le temps de recharge. Et plus la borne est puissante, plus le temps de charge va être court. Oui. Mais alors rassurez-nous tout de suite, il n'y a pas eu d'accident de batterie qui prennent feu en rechargeant, parce qu'on a tous en tête l'histoire des téléphones Samsung. Alors, il n'y a pas d'accident sur les batteries des véhicules électriques? Je pense qu'il y a eu des petits problèmes connus chez Tesla. Oui. Donc et public, donc on peut en parler effectivement. Voilà, et je pense qu'il y a eu, mais je pense que ça c'était un truc qui a été monté en épingle avec des Bolloré, des voitures qui étaient en crash test, et puis qu'on a laissé un peu sur un parking, et au bout d'un certain temps, les batteries ont un peu réagi. Donc là, ça n'a rien à voir avec la conception de la voiture, c'est que les batteries, et on le sait bien, il ne faut pas les laisser dans une décharge, parce que de toute façon, d'abord c'est interdit, ensuite c'est idiot, et ensuite c'est très dangereux. Mais une batterie de voiture électrique, ça pèse des kilos et des kilos. Non, mais le problème, c'est que vous avez des batteries comme Tesla et Bolloré d'ailleurs, qui nécessitent de fonctionner à une certaine température. Je ne sais plus si c'est 60 ou 80 degrés. Et si jamais, donc je veux dire que si elles ne sont pas à cette température-là, elles réagissent. D'accord. Ce qui n'est pas du tout le cas des Les Bolloré, c'est le cas, notamment? Les Bolloré, c'est le cas, oui. On a besoin de recharger le... Donc elles ont besoin d'être dans un environnement en permanence à une certaine température, donc ça nécessite du chauffage ou de la climatisation. Enfin, c'est ça, c'est de l'auto... régulation de température. Donc les Bolloré par exemple, je pense que c'est une quarantaine d'heures ou 36 heures où il faut absolument qu'elles soient rechargées. Les Tesla, c'est au moins 3 semaines de mémoire. Maintenant, ça peut être évolué, mais quand on prend justement toutes les voitures, j'allais dire que vous avez citées, comme celle de Mitsubishi, comme celle de Nissan ou Renault ou BM, etc., il n'y a pas de problème de température. Et l'autonomie, il n'y a rien à faire. Il faut plus de puissance au niveau du chargeur. Donc ça, c'est une campagne qu'on va commencer, nous, pour le parc existant, c'est-à-dire quand même 2200 chargeurs en Europe, upgrader la puissance existante, c'est-à-dire que tous les gens qui nous ont fait confiance et qui ont acheté des produits DBT, grâce au partenariat Nissan, je le souligne, mais ces gens-là peuvent continuer à nous faire confiance parce qu'on va upgrader les Alors ça, oui, on va détailler un petit peu plus loin dans l'émission sur effectivement l'évolution des infrastructures de recharge. Et autrement, c'est ce qu'on présente ici, c'est-à-dire un chargeur rapide un peu sur mesure. Vous voulez 50 kW, il fait 50 kW. Si 10 jours après, vous me dites il faut 75, hop, on met 75, ça va durer 5 minutes. Et on peut monter jusqu'à 150, sachant que les Tesla, les superchargeurs de Tesla sont en 134 kW. Et nous, on saura faire ou du 125 ou du 150. C'est-à-dire, on reste fidèle à la stratégie de Nissan initiale, mais qui est une stratégie CHAdeMO, donc qui intègre Mitsubishi entre autres, et stratégie gagnante. D'accord, c'est la même chose pour les Mitsubishi que pour... Voilà. Et qui a été reprise par Tesla. C'est-à-dire que je pense que lorsqu'on est copié... mais on a du mal, hein, le langage d'ingénieur, tout ça, bon, il faut qu'on s'y fasse quand même. Je ne suis pas ingénieur, mais c'est bien, hein. Je pense que même un ingénieur... Mais je me tourne vers vous, Jean-Louis Legrand, parce que quand vous étiez coordinateur interministériel aux véhicules décarbonés, vous avez dû vous arracher les cheveux, parce que les technos étaient différentes. Il me reste encore quelques cheveux.
Je voulais faire C'était jusqu'en 2013 que je crois que vous étiez... Jusqu'en 2013, absolument. Je voulais faire une remarque sur la sécurité, qui est un vrai sujet auquel il faut faire attention. Et nous savons tous que s'il y a des accidents majeurs, ça peut tuer le marché. Ça a été le cas du GPL, vous vous souvenez, il y a quelques années en France. Je voudrais faire une remarque. C'est justement quand j'étais en poste au début, il y a donc 4 ou 6 ans, c'était vraiment un gros sujet. On était très inquiets à cette époque-là. Il y avait très peu de voitures, en réalité. Il y avait des expérimentations. Il y avait par-ci, par-là, effectivement, une voiture qui avait un problème. Au moment où nous parlons aujourd'hui, il n'y a plus d'expérimentation, les voitures roulent, et je voulais vous donner un chiffre que j'ai sous les yeux. Au moment où nous parlons, aujourd'hui, on peut fêter 2 millions, je dis bien 2 millions, de voitures électriques qui roulent actuellement dans le monde et qui sont mises entre les mains de monsieur et madame tout le monde. Oui. S'il y avait des problèmes importants de sécurité, ça se saurait. À ce niveau-là, c'est sûr que les parts de marché sont faibles, mais quand même, à l'échelle mondiale, ça fait 2 millions de voitures électriques qui roulent entre les mains de tout le monde, louées dans des systèmes d'autoservice où tout le monde prend la voiture. Franchement, s'il y avait des vrais sujets de sécurité, ça se saurait. Voilà. Et on est là pour dire qu'il n'y a pas effectivement de sujet sécurité. Néanmoins, sur le stand Mitsubishi, vous nous avez littéralement électrocuté, Patrick Gourvenec, avec votre tout nouveau concept, le EX concept qu'on découvre tout de suite. Ça renforce notre volonté de nous développer avec des SUV et des véhicules qui vont proposer des motorisations électriques, 100%, avec 400 km d'autonomie, donc utilisables à la fois en urbain, mais aussi effectivement entre villes, etc. Donc voilà, une vraie avancée qui devrait arriver d'ailleurs assez prochainement sur le territoire français. Mais oui, mais vous ne le criez pas sur les toits, un véhicule avec 400 km d'autonomie. Alors évidemment, c'est un démonstrateur, c'est pas un véhicule produit en série pour l'instant, mais vous avez la techno chez Mitsubishi. Ah oui, absolument, la technologie existe. Encore une fois, elle a été développée, étudiée pour des véhicules SUV. Donc par rapport à notre concurrence, ou en tout cas par rapport au marché aujourd'hui, une vraie avancée, une vraie proposition d'alternative aux moteurs thermiques. Et en plus, il est beau ce véhicule, Patrick Gourvenec, le X-Concept, donc, qui est en démonstrateur presque à la verticale. On a presque peur qu'il nous tombe dessus, mais c'est pas encore arrivé. Sur non, rassurez-vous, au niveau sécurité, c'est très bien maintenu. Ouais. Et en plus, donc, il est très beau, ce véhicule. Donc, il préfigure aussi le nouveau design. Alors là, vous êtes en rupture par rapport à un Toyota, par exemple, dont les gammes électriques sont très différenciées par rapport aux gammes classiques. Vous en profitez pour instiller le design de demain. Alors, oui. Parce que, je ne vais pas me répéter, mais enfin c'est vrai, le Mitsubishi est un des précurseurs sur le 4 roues motrices. Nous avons fêté les 80 ans du premier 4 roues motrices lancé par Mitsubishi il y a quelques mois maintenant, parce que c'était l'année dernière. Mais je pense que l'électrique, comme le plug-in, et comme d'autres technologies d'ailleurs qui pourront arriver, elle doit s'intégrer normalement, sans aucune différenciation dans la consommation courante. C'est ça, on instille la technologie dans l'ensemble de la gamme progressivement. Absolument. C'est ça. Et sans marquer une différence de style, ni de comment dire, même de forme. Voilà. Le consommateur aujourd'hui, le marché se tourne vers le SUV de plus en plus. Alors ça, c'est un SUV donc de catégorie B, c'est-à-dire... Oui, c'est ça, c'est entre B et C, c'est 4,20 m, 4,40 m. Capture, entre Capture et Kadjar chez Renault, par exemple. C'est exactement le positionnement. Entre Juke et Qashqai chez Nissan, pour être... dans la pluralité. Ouais. Un très beau véhicule. Quand est-ce qu'il sort en concession? Vous avez une date précise ou pas encore? Pas encore précise, mais en tout cas dans les mois qui viennent. Parce qu'on va dans les mois qui viennent. Oui, donc c'est vraiment... pas sur 2017, pardon, mais ça sera certainement sur 2018. Dans les années qui viennent. Donc voilà, soyons clairs. Donc plutôt quelques 2018, mois. Plutôt 2018. Alors on l'a dit, vous avez été pionnier chez Mitsubishi avec votre courageuse e-MIV qui a défriché le terrain depuis fort longtemps. C'était la première voiture électrique produite en série. 2010 en Europe et en France, bien sûr. Donc c'était là pareil une révolution, quoi. Personne n'attendait Mitsubishi, qui était classiquement un constructeur de 4x4, lourd, etc. Et proposer ce type de modèle, c'était un grand coup de pied dans la fourmilière. Est-ce qu'elle a évolué, cette petite e-MIV ? Oui, elle a un peu évolué dans le temps, mais la technologie reste la même. À vrai dire, elle fait 160 km d'autonomie en position, on va dire, normale, classique, plutôt aux alentours de 130. Mais voilà, c'est une vraie alternative, encore une fois, sur un marché, on va dire, pour l'instant, qui commence à prendre vraiment sa place en France et en Europe, sur un marché de petites voitures urbaines qui permettent un déplacement à 0%, pour le coup, 0% d'émissions de CO2.
Voilà, c'était pour rappeler, rendre justice finalement à Mitsubishi avec sa courageuse IMIV qui s'est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires, des millions peut-être, non? Non, j'exagère. Hein, un petit peu, oui, voilà, dans le monde. Depuis 2009. Depuis 2009. Je voudrais je suis très optimiste ce soir. Revenons en détail dans notre écosystème, donc électromobilité, sur les infrastructures de recharge dont on a commencé à parler avec vous. Les bornes doivent être universelles. Alors, je vous propose, enfin, elles ne le sont pas toutes, hein, mais chez vous, en tout cas, elles le sont, Hervé Borgholz. Je vous propose de découvrir un petit peu les secrets chez DBT dans ce petit film. Zéro bruit, zéro émission de carbone. Nous sommes à bord d'un véhicule électrique, juste ici, à Bréviaire, en face de DBT, le leader européen qui fabrique les bornes de recharge de véhicules électriques. Je charge. Alors, Monsieur Borgholz, bonjour, merci de nous recevoir ici, à Bréviaire. DBT, c'est des recharges de véhicules électriques, c'est bien ça? Ce sont des bornes de recharge de voitures électriques, puisqu'il y a un pléonasme, c'est que la voiture électrique marche à l'électricité. Et donc, il a fallu inventer de toutes pièces des points de recharge plus ou moins intelligents, plus ou moins rapides, pour les nouvelles générations de voitures qui sont en train de sortir, qui sont la Leaf de Nissan, toute la gamme de Renault Z-Ready et avec le navire amiral qui est la Zoé, plus maintenant BMW avec l'i3 et Volkswagen avec l'i. Cette borne-là, elle est dite universelle. Au niveau marketing, on dit que c'est la Dual Charging Station. Pourquoi Dual? C'est qu'elle recharge le monde japonais, le monde allemand et américain, plus le monde Renault. Et le monde français, voilà, on va dire. Oui. Le monde oui. Renault, c'est un marché mondial. Tesla, la marque californienne, ou Nissan qui vient de sortir sa 100 millième Leaf, le monde des constructeurs automobiles se transforme radicalement. Rien qu'en 2012, le marché du véhicule électrique a augmenté de 64%. Face à cette demande, les moteurs électriques propres doivent se recharger et DBT y répond logiquement avec sa borne universelle, le temps que les normes internationales de système de prise soient mises en place. Et voilà les couteaux suisses de chez DBT, donc les fameuses bornes universelles dont vous êtes fiers et qui vous donnent cette position de leader, Hervé Borgholz. La question que l'on se pose finalement quand on y réfléchit, est-ce qu'il faut implanter les bornes avant les voitures ou est-ce que les voitures doivent attendre les bornes? Je reviens sur la stratégie de Nissan, Chademo, c'était de mettre des bornes pour vendre des voitures. Ça a été copié par Tesla. Et je pense que c'est une stratégie gagnante parce que c'est exactement comme si il y a un siècle on pensait lancer des voitures thermiques sans pompe à essence. Oui, oui voilà, c'est ça, c'est bien de faire la comparaison. Voilà. Après, une comparaison que j'aime pas, c'est dire maintenant on a du gasoil, machin, du GP95, etc. Là, c'est totalement différent parce que on est sur des stratégies industrielles mondiales avec, je pense que les constructeurs ne se font aucun cadeau et nous, on est un petit peu l'obscur objet du destin. Et non pas du désir. Le désir, il vient. Le destin, c'est la voiture électrique. Le désir vient en conduisant pour le véhicule. Voilà, exactement. Donc nous on participe au désir, mais sans borne, pas de désir. Et ce qu'il faut, c'est pas se poser la question que vous ayez. C'est le jeu des 1000 bornes, quoi. Ouais. L'implantation dans les autres recharges. Quelle que soit la voiture, il ne faut pas que vous, en plus de charge map, vous soyez obligé de dire, tiens, cette borne-là, elle recharge les Chademo, cette borne-là, elle recharge que les. C'est là où on ne comprendrait plus rien. Voilà, c'est ça. Donc là, on essaie nous d'être. Pour ça qu'on a dit universel, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui trois normes. Donc je l'ai dit, c'est la norme Z-Ready AC pour Renault, la norme Combo pour les véhicules allemands et américains, et la norme Chademo pour les véhicules japonais et tout ça sur coréens. Les bornes DBT. Exactement, donc, on recharge les trois. Sans possibilité de se tromper. Hein. Voilà, c'est comme les carburants. Je pense le pistolet pour le diesel qui n'est pas le même que celui pour l'essence. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous ne vous trompez plus. De toute façon, on a un parcours utilisateur. Après, ce qui est sûr aussi, c'est que la borne que nous montrons, dans la semaine prochaine, jeudi exactement, on en inaugure 3 à Hong Kong. Donc on est reconnu, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable tous les jours. On a 70% du marché européen de la charge rapide. Nous sommes déjà présents en Asie. On ne va pas vous démentir, hein, on n'est pas allé vérifier. Non, mais bon, je suis assez précis et surveillé par l'AMF pour ne pas
traficoter des chiffres. Ce qui est sûr, c'est que nous installons des bornes en Chine, donc à côté de Hong Kong, ce qui pour une société française est quand même quelque chose, je pense. Mais oui, cocorico au passage, effectivement. Le savoir-faire français, on ferait bien d'en parler davantage. Peut-être en attendant, mon entreprise et mes collaborateurs sont la preuve vivante que c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Jean-Louis Legrand, quel doit être le rôle des pouvoirs publics dans cette affaire? Parce que on n'est pas bien sûr que tout ait été pris en compte depuis le début. Absolument. Je crois qu'on vient de dire au cours de cette émission qu'il y a une offre produit de plus en plus riche, avec des autonomies de plus en plus importantes, qu'il y a une envie, qu'il y a une envie du public, je veux dire des acheteurs potentiels, qu'il y a des solutions techniques de recharge finalement qui font ce qu'elles font avec les normes en vigueur. Je veux dire, ce n'est pas une difficulté majeure. Après, une fois qu'on a mis tout ça ensemble, est-ce que le marché... Alors évidemment, aujourd'hui, on voit des chiffres de croissance importants parce qu'on est très bas. Mais on reste très bas. Mais on reste très bas. Oui. Donc la question c'est, est-ce que tout ceci, tout seul, va nous faire arriver à un marché très important? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et je pense qu'il faut une action des pouvoirs publics extrêmement forte, extrêmement structurée. Je ne vais pas parler de la France en particulier, je raisonne de manière générale, mais je pense qu'encore aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à un niveau d'action et surtout de rapidité et d'efficacité opérationnelle des pouvoirs publics qui soit suffisante. Mais vous savez, aux États-Unis, qui sont en général assez efficaces, l'administration américaine, pas plus tard que cet été, vient d'annoncer un plan, par exemple, sur la recharge rapide, parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les Chinois ont une façon très structurée d'approcher le sujet. Les Japonais, de manière... Alors c'est un bon exemple, les Japonais, de manière systématique, mettent de la recharge rapide dans les stations-service. Alors ils s'aperçoivent que c'est bien. Dans les stations-service? Oui, dans les stations. Ils ont demandé aux pétroliers. Ils ont demandé aux pétroliers de le faire. Ce sont les pétroliers qui les mettent. Au début, il y avait TEPCO, aujourd'hui, ce sont les pétroliers qui mettent dans les stations. Petit détail, Jean-Louis, c'est que l'amende de 15 milliards qui a été infligée par l'État fédéral américain, il y a 2 milliards... L'amende à qui, pardon? À Volkswagen. À Volkswagen, oui. Pardon. 2 milliards sur les 14 vont être utilisés pour mettre des bornes. Donc voilà, je crois que le rôle des pouvoirs publics aussi dans les infrastructures, parce que je crois qu'il n'y a que en France, alors pour parler de la France, on n'a que 22% des bornes de recharge qui sont sur la voirie. C'est pas beaucoup encore. Absolument. Si on regarde, Hervé l'a dit, si on regarde la situation en France, mais pas seulement, c'est vraiment général, on a, mais je reconnais le premier qu'il y a quelques années, on ne voyait pas les choses comme ça. Parce qu'on se dit, on achète une voiture électrique qui a un rayon d'action limité, donc on la recharge à domicile. Les électriciens disent on la recharge la nuit, comme ça on n'a pas de problème de pointe. Et donc du coup, voilà, on est dans un système où on a une voiture qui n'est pas vraiment un objet de mobilité, mais qui a un rayon d'action limité et qu'on recharge la nuit en heure creuse. Très bien. On conseillait, oui, effectivement, domicile et entreprise, finalement. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est dès qu'on sort de cet univers-là, c'est un petit peu différent. On a besoin d'être réassuré. Et le problème, c'est qu'en France comme ailleurs, en France, il y a 10 millions de places de stationnement, dont 3 millions sont réglementées. Vous avez donné tout à l'heure le chiffre, on a donné le chiffre, il y a 16 000 bornes, d'accord, il y a 16 000 bornes sur 3 millions de places réglementées. Il y a 10 millions, 35 000 points de charge. 10 millions, voilà. Hervé a donné le chiffre des stations rapides, il y a 11 000 stations essence, avec chacune plusieurs pompes. Donc, vous voyez, je pense qu'on n'est pas encore au bon braquet, et qu'il faut vraiment, sur ce sujet de charge rapide. Alors il y a d'autres sujets, Hervé ne les a pas évoqués, il y a aussi la monétique, très vite, comment je paye, comment je paye, avec quoi je paye, est-ce que je peux payer tout de suite avec mon téléphone portable si je ne connais pas la borne, est-ce que ma carte machin elle est reconnue, si vous voulez, il y a des protocoles de communication entre la voiture, il y a plein de sujets. La réponse à votre question, alors bien sûr, il y a aussi le fait que la chaîne de valeur, et ça vous le savez mieux que moi, n'est pas en place, donc on aide séparément, c'est-à-dire que les pouvoirs publics disent je donne un super bonus-malus, je mets un crédit d'impôt. Jusqu'à 10 000 €. Jusqu'à 10 000 € dans certains cas. Je mets un crédit d'impôt pour les recharges. Il y a le système Advenir pour l'habitat collectif. Mais ce sont des bouts de la chaîne de valeur, ce n'est pas le système dans son ensemble. Et tout ça va se mettre en place. Donc il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail du côté des pouvoirs publics. Et il y a du travail pour vous, Jean-Louis Legrand. Alors je voudrais élargir le sujet pour terminer en conclusion. Quand on parle de véhicules électriques, on ne parle pas que des autos, on parle aussi des 2 roues électriques. Bénédicte Barbry, le groupe Mobivia investit beaucoup dans l'électromobilité, avec l'enseigne notamment Altermove. Aujourd'hui, il y a une boutique à Lille, une boutique à Lyon, donc en plein centre-ville, qui sont dédiés aux déplacements urbains, où on trouve des vélos
vélos, des scooters électriques, comme on va le voir à l'écran. C'est intéressant comme concept, c'est à développer. Oui, alors en effet, le constat, c'est de voir que les clients automobilistes, on va dire d'origine du groupe, qui était donc l'enseigne d'origine, c'est Norauto, oui. Puis Midas, c'est que ces clients automobilistes, eh bien, on voit que ils perçoivent et ils vivent leur mobilité progressivement différemment, et que ces mêmes automobilistes, eh bien, ils ont besoin de solutions alternatives pour la congestion urbaine en particulier. Tout automobilistes qu'ils sont à la base, et notamment pour les questions de congestion urbaine, pour les questions environnementales qu'on a évoquées tout à l'heure, oui. Et donc ils cherchent des solutions alternatives. Donc au niveau du groupe, on s'est dit que c'était notre mission de groupe aux côtés des automobilistes à la base, de les accompagner pour leur proposer des solutions alternatives. Donc c'est vrai qu'au-delà alors Altermove, c'est un concept en effet un peu différent qu'on a développé avec des boutiques. Pour faire vite. Ce sont des boutiques plutôt de centre-ville qui proposent des solutions de déplacement urbain. Donc c'est essentiellement avec deux roues. Avec des véhicules électriques en particulier. Voilà, c'est essentiellement deux roues. Mais il faut savoir aussi qu'une enseigne comme Norauto, par exemple, c'est le premier vendeur de vélos assistance électrique en France. Et oui. Donc, d'ailleurs, pour reboucler avec le sujet du véhicule électrique, Norauto met à disposition des BMW i3, donc électriques, en véhicule de courtoisie. Voilà, en fait, on rejoint l'écosystème dont parlait Jean-Louis Legrand à l'instant. C'est qu'on voit bien que la mobilité électrique, c'est un écosystème où chacun apporte sa pierre. Et c'est vrai qu'au niveau d'enseignes comme Norauto, il y a une responsabilité des enseignes, une écolo-responsabilité. Voilà. Oui, alors il y a un engagement de longue date, mais au-delà de ça, on s'est dit qu'on avait vraiment un rôle à jouer pour faire de la pédagogie vis-à-vis de nos clients automobilistes et puis leur permettre d'essayer aussi, parce qu'ils sont tous très intéressés par tous ces véhicules qu'ils voient, qui n'achètent pas forcément. Donc c'est aussi l'occasion de promouvoir le véhicule électrique. Donc on avait commencé par des Zoé de courtoisie. Là on est passé au i3 de courtoisie récemment. À quand les Jaguars de courtoisie électrique? Donc voilà, et on voit qu'il y a une vraie appétence à découvrir ces nouveaux véhicules. Merci beaucoup à tous. Merci Bénédicte, merci Hervé Borgols, Jean-Louis Legrand, merci Patrick Gourvenec, et rendez-vous sur le stand Mitsubishi. Venez nous rendre visite sur le Mondial. Je vous dis bye bye et à demain matin dans Good Morning Mondial, 9h30.